Avant, il y avait 4,5 équivalents temps plein, c'est-à-dire 2 chefs d'exploitation sur les cochons intensifs, plus des 2,5 salariés. Désormais, on est 7 chefs d'exploitation et des salariés, ça fait 12 équivalents temps plein. Donc on a fait à peu près x3 en termes d'emploi. Et ça, c'est un chiffre qu'on retrouve à peu près dans toutes les fermes bio. C'est souvent 3 fois plus d'emplois. Nous avons un phénomène qui est une explosion du salariat des entreprises de travaux agricoles, de la sous-traitance et de l'intérim. Donc ceci est une indication très très forte sur la recomposition de qui fait le travail en agriculture, qui produit. On a un peu plus de salariés qui travaillent dans la production agricole en dehors des exploitations agricoles que dans les exploitations agricoles. Et si les agriculteurs bio en agroécologie qui ont déjà 10, 15, 20 ans, 30 ans d'expérience pouvaient enseigner plus largement dans les cursus de formation, pouvaient transmettre, pouvaient coacher, pouvaient encadrer. Et c'est vrai que je pense que ça serait une réorganisation. Pour l'instant, on a quand même le monde des conseillers agricoles, de l'enseignement agricole, et le monde des agriculteurs. Et en fait, depuis toujours, qui a transmis à ceux qui devenaient agriculteurs ? C'est les agriculteurs. Le 17 mai a eu lieu une journée dédiée à l'agroécologie, initiée par Valentine Deganet, une des propriétaires du domaine de Courance où se tenait l'événement. 2000 hectares d'un seul tenant, de champs et de forêts en région parisienne, en cours de transition vers l'agroécologie. Si vous avez écouté l'épisode 105 sur EU Farms, réseau de fermes européennes pionnières en agroécologie, vous reconnaîtrez dans cet épisode 2 de ses fondatrices, Valentine et Émilie Rousselou. L'appel du 17 mai a été organisé dans un contexte de crise agricole intense, un moment sociétal unique où l'envie de retour à la terre est là, où nous savons que l'agriculture intensive abîme le vivant, nous avons toutes les solutions pour faire mieux, et pourtant il n'y a aucune volonté politique à soutenir massivement l'installation de jeunes paysans et paysannes pour compenser le mouvement massif de départ en retraite. Voici donc quelques extraits des prises de parole des invités que Valentine, que vous entendrez en premier, a choisi pour porter leur message sur l'avenir de l'agriculture. Vous trouverez les vidéos complètes sur YouTube. Les liens sont en description de l'épisode. Belle écoute. En 2013, il y a donc plus de 10 ans, j'ai été missionnée par mes cousins. Nous sommes 10 cousins copropriétaires pour faire prendre une nouvelle direction à la ferme. Le plus grand domaine privé d'un seul tenant en Île-de-France, 1000 hectares de forêt, 1000 hectares de champs, une zone humide, un monde en soi, plusieurs paysages, tous les possibles. Près de 800 hectares de grandes cultures en agriculture biologique, visant l'agriculture biologique de conservation, c'est le défi relevé par 2 frères, Aurélien et Quentin Delattre, qui succèdent à Bruno Saillet. Bruno ne pouvait imaginer que son pot d'adieu tomberait en pleine crise du monde agricole. Mais si je vous ai réunis aujourd'hui à Courance, c'est parce que je m'interroge. À quoi bon tous ces efforts, toutes ces expériences et prises de risques, s'il n'y a pas de volonté politique pour soutenir cette agriculture de qualité, l'agroécologie qui nourrit sans dévaster. Et aujourd'hui, c'est clairement une autre volonté politique qui nous gouverne. J'ai tenté des utopies, que ce soit sur ma petite ferme du Tarn ou par la suite dans mes différents postes de directeur de lycée agricole public. Bruno Saillet, anciennement chef de culture sur le domaine de Courance, responsable de la conversion des 760 hectares de terre de la ferme à l'agriculture biologique de conservation. Il a publié « L'Odyssée d'un paysan à la recherche de la diversité perdue ». J'ai converti des surfaces en agriculture biologique afin que les élèves puissent découvrir aussi ce mode de culture et puissent en débattre. Les élèves ont la possibilité d'avoir les 2 modèles en visibilité. Cette utopie, je l'ai rêvée sur la ferme de Chalmont, ferme de plus de 700 hectares, des châteaux de Courance et de Fleury-en-Bière.
J'avais conscience des difficultés qui nous attendaient pour convertir cette ferme au bio. Après plus de 60 ans en agriculture conventionnelle, le constat était limpide. Taux de matière organique souvent inférieur à 1, on est dans des sables de Fontainebleau, compaction des sols, plantes devenues résistantes au Roundup, raies gras et matricaires, nappe d'eau polluée par un excès de nitrates et de pesticides, peu de matériel sur la ferme, peu de financement pour démarrer, nous partions de loin. À 59 ans, c'était un vrai challenge et une extraordinaire opportunité. Au départ, le projet était de réaliser les cultures en agriculture biologique de conservation ABC. Et ce projet n'est pas oublié puisque j'ai mes 2 jeunes collègues qui vont se réatteler à cet objectif. Néanmoins, c'est-à-dire sans labour et avec l'appui de plans de campagne ou d'interculture. Mais après 2 ans, nous avons dû, avec pragmatisme, revoir nos ambitions, tant les difficultés liées au climat, au fonctionnement du sol étaient nombreuses. Les sables de Fontainebleau, hydromorphes en hiver et devenant du béton par manque d'eau combiné à de longs épisodes pluvieux ou de sécheresse, ont eu raison de nos ambitions trop précoces. Aussi, nous avons dû reprendre le labour, mais nous avons fait le choix d'une charrue dite agronomique, avec des labours de faible profondeur, un bon débit de chantier et une faible consommation de carburant à l'hectare. Le projet de la ferme de Chalmont a ainsi évolué. Après 2 ans, il ne se référait plus à une chapelle, mais partait dorénavant des contraintes pédoclimatiques et du respect des cahiers des charges de l'agriculture biologique. Nous nous sommes imposés des exigences choisies pour limiter l'impact sur le climat, l'environnement, le territoire, les paysages, le social, la santé. Juste quelques exemples, moins de 50 litres de gasoil non routier, moins de 1 000 € de charges structurées opérationnelles, moins de 200 jours de travail par UTH. Et ça, je pense que c'est très important de réfléchir au temps de travail en agriculture. Assurer et assumer l'alimentation de 400 ovins durant 7 mois gratuitement. Ne plus utiliser des engrais organiques souvent issus de l'agro-industrie conventionnelle. Utiliser des plantes compagnes. Semer si possible des mélanges variétaux de céréales, fabacées, légumineuses. Mettre à disposition 8 hectares pour maintenir 3 emplois en maraîchage, permettre à des forestiers de stocker leur matériel et leur bois en sécurité. Cette approche holistique, avec définition d'indicateurs de suivi, a d'abord eu comme résultat une production en mode dégradé par rapport à un modèle agronomique dominant qui part d'objectifs de rendement les plus élevés possibles ou, pour les plus performants, d'optimum économique à atteindre, sans vraiment se poser les questions sur les externalités négatives générées. Sur la ferme de Chalmont, cette démarche a eu un impact très positif sur l'ensemble des objectifs recherchés, attestés par des analyses et des observations du PNR, du Parc naturel régional, d'Agrophile, de l'Agence de l'eau via les analyses que l'on a pu avoir sur le captage de courance, où la potabilité est revenue en surface, du moins pour les nitrates. De fil en aiguille, j'ai bossé un peu à Londres et puis des soucis de santé m'ont ramené en France, m'ont fait mettre les mains dans la terre et je me suis dit « Ah bah oui, c'est ça que je veux faire, j'ai toujours voulu travailler avec des animaux, je vais devenir éleveuse. » Noémie Calais, éleveuse de porc noir dans le Gers, diplômée de Sciences Po, a écrit en 2022 « Plutôt nourrir, l'appel d'une éleveuse ». Je l'avais interviewée dans l'épisode 74. Donc là, je me suis engagée dans le parcours assez classique de passer du projet, enfin de l'idée au projet, puis du projet aux premières expériences sur le terrain, ensuite un BPREA, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, dans un CFPPA, enfin je ne vais pas détailler tous les acronymes, mais bref, c'est l'enseignement public agricole. Et en fait, il y a très peu de terrain dans ces enseignements-là. Donc moi, j'ai pris le temps de me former sur 3 ans en allant dans des fermes, en faisant des stages. Et en fait, c'est pas forcément évident quand on est non issu du milieu agricole et qu'on a simplement un petit bout de papier en poche de se faire accepter sur des fermes où il faut envoyer, il faut déjà être compétent, il faut déjà avoir une certaine technicité pour être utile à l'agriculteur et pas simplement être un boulet accroché à son pied, quoi. Moi, j'aurais presque voulu pouvoir rémunérer les agriculteurs qui m'accueillaient, en fait, parce qu'ils me transmettaient du savoir et que ça prend du temps et ça prend de l'énergie. Donc, je me suis finalement installée en 2018, suite à un accompagnement mené par l'ADEAR, parce que je me suis pas sentie très
très écoutée ou très entendue par la Chambre d'agriculture. Ma collègue maraîchère sur la Chambre d'agriculture du Gers, lorsqu'elle a présenté son projet, elle a dit qu'elle voulait s'installer sur une ferme collective. Et le conseiller lui a dit « Ah, mais vous n'avez qu'à aller en Ariège, là-bas, il y a des communautés. » Donc c'est dire le niveau de déconnexion peut-être, j'espère que ça a évolué depuis. Mais non, je suis installée sur une ferme collective qui tient complètement la route. Mais en tout cas, la ferme sur laquelle je suis installée, juste à côté d'Auch, c'est une ferme qui pendant 35 ans a été un élevage de porcs intensif en conventionnel sur bâtiment, avec 110 hectares autour de terres céréalières qui servaient à l'épandage du lisier, et qui en fait servait très peu à nourrir les cochons, puisqu'il y avait tellement de cochons, 3000 dans les bâtiments, que les 110 hectares ne produisaient que à peu près 30% des besoins en alimentation de ces cochons-là. Tout le reste, c'était importé. Et il y avait évidemment des importations venues d'Amérique du Sud, de soja OGM. Je voyais les factures en brésilien arriver sur le bureau de la cédante. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous, on est toute une bande de jeunes à s'être installés là, et qu'on a dû apprendre à travailler cette transition, qui est aussi une transition humaine, pas juste une transition de pratique, pour être sûr de ne pas stigmatiser Marie-Sylvie, la cédante, parce que c'est quand même grâce à son travail pendant 35 ans sur un certain modèle qu'elle avait acquis ces 110 hectares qui nous permettaient de nous installer. Et elle-même, c'était un choix très militant de sa part, même si au départ, elle ne le voyait pas comme ça, parce que ses voisins ne comprenaient pas pourquoi elle ouvrait son foncier à des gens qui n'étaient pas de sa famille. Elle allait dilapider son patrimoine. Mais elle l'a fait parce que ça avait du sens pour elle, parce que ça créait un groupe de jeunes, toute une communauté de jeunes qui étaient complémentaires aussi au niveau agronomique sur la ferme. Et ça, créer une ferme qui ait du sens agronomique, c'est extrêmement porteur et ça nous motive tous. Sur notre ferme, donc, désormais, il y a 5 fermes, en fait, puisqu'on a 2 GAEC, 2 EARL, une EI pour vous passer les acronymes pour ceux qui savent. Donc, il y a du maraîchage, des céréales, de la transfo de céréales en farine, en boisson végétale, une bergerie, chèvrerie, fromagerie, et pour ma part, du porc noir. Voilà, moi je suis en porc noir type gascon sur un petit coteau gersois. Et donc on essaye vraiment de travailler en synergie. On a décidé finalement d'avoir des structures juridiques séparées et de mettre ensemble ce qu'on avait envie de mettre ensemble, c'est-à-dire une certaine mutualisation du matériel, la commercialisation en commun, des repas les midis pour se mettre les pieds sous la table certains jours et rendre aux autres en cuisinant d'autres jours. Et ça, c'est au prorata du nombre de personnes dans notre équipe. On passe du temps en réunion sur des petits détails comme ça qui font qu'on arrive, même des années après, à toujours s'apprécier, ne pas se taper dessus. Et moi, j'ai jamais été dans un métier pendant aussi longtemps. Mais là, ça fait quand même 6 ans que je suis dans ce métier-là. Et je me dis, voilà, tous les midis, je suis avec des personnes que je respecte, que j'admire et qui m'inspirent. Et ça, franchement, c'est une richesse qui est quand même assez précieuse, je trouve, de nos jours. Avant, il y avait 4,5 équivalents temps plein, c'est-à-dire 2 chefs d'exploitation sur les cochons intensifs, plus des 2,5 salariés. Désormais, on est 7 chefs d'exploitation et des salariés, ça fait 12 équivalents temps plein. Donc on a fait à peu près x3 en termes d'emploi. Dans le Gers, il n'y a plus d'abattoir d'ovins, caprins, porcins depuis 2017. Je me suis installée en 2018. Donc moi, j'ai connu que ça, prendre la voiture, la bétaillère, et puis faire des coteaux, changer de département pour emmener des animaux à l'abattoir. Franchement, c'est usant. L'abattoir de Auch, il existe, mais il ne fait que du bovin depuis très longtemps, parce que la dynamique en France, c'est des abattoirs qui se rassemblent, qui se spécialisent. Enfin, il y a une concentration, une spécialisation des abattoirs. Dans les années 70, il y avait à peu près 1200 abattoirs en France. Là, on est autour de 200. Il y en a de moins en moins et les stratégies désormais sont régionales. Elles ne sont même plus départementales pour réduire le temps de transport pour les animaux et pour les éleveurs. Et donc, l'abattoir de Auch, l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que le plus gros apporteur, c'était l'industriel Bigard. Bigard est sorti du jour au lendemain. Bigard n'en avait rien à faire de savoir si l'abattoir, avec tous ses emplois et tous les autres éleveurs de bovins du territoire qui en dépendaient, allait rester debout ou pas. Et donc là, les éleveurs du Gers, ovins, caprins, porcins, se sont rassemblés en association à une vitesse absolument époustouflante pour des éleveurs complètement sous l'eau. Il y a 200 éleveurs qui se sont mis en commun et qui sont allés voir le directeur de l'abattoir et tous les pouvoirs publics, tous les niveaux jusqu'à la région, pour leur dire écoutez, on a fait les calculs, à nous tous, tous les petits. On est aussi fort que le gros. On a assez de tonnage pour remplacer le gros qui vient de vous lâcher du jour au lendemain. Et nous, en fait, on vend uniquement localement. On vend dans des villages. On n'a aucun problème pour vendre parce que les gens sont là, ils sont présents et fidélisés à ce qu'on leur propose. Donc, en fait, travaillez avec nous et c'est fait. L'abattoir va réouvrir à la fin de l'année.
grâce à cette confiance et à cet effort collectif. De même, il y a énormément, je trouve, de déni démocratique. Il y a certaines choses qui sont prévues dans la LOA, notamment la réduction des délais de recours face à des gros élevages intensifs. Et ça, c'est passé par décret le week-end dernier. C'est inscrit au journal officiel et ça a été passé par décret. Et le gouvernement a annoncé aussi qu'il allait passer énormément d'ordonnances et décrets sur ces sujets-là qui concernent quand même en premier lieu les consommateurs, les citoyens, puisque ça touche exactement à ce qu'ils vont avoir dans leur assiette 3 fois par jour, à la qualité de leur eau, à la qualité du sol, à la qualité de ce qu'ils respirent. Et moi, je trouve qu'il y a un énorme souci, parce qu'on est capable d'avoir des conventions citoyennes pour je ne sais quoi sur absolument tous les domaines, mais là, on touche aux assiettes, on touche à l'environnement, et les citoyens ne sont pas directement consultés alors qu'ils sont concernés, et les parlementaires, on leur coupe l'herbe sous le pied en légiférant par décret en amont des projets de loi. Et les élevages intensifs peuvent également être une poudrière sanitaire. On en revient au concept de One Health. La santé de notre agriculture est reliée à nous, notre santé d'humain, et à la santé de nos écosystèmes. La grippe aviaire, que j'aborde un peu dans Plutôt nourrir à la fin, c'est une influenza qui est recombinante avec les virus de grippe humaine. Il y a eu pas mal d'articles, notamment dans Reporter, qui a fait une série d'investigations extraordinaires en disant « Ah bah la grippe aviaire, future pandémie mondiale, point d'interrogation ». Ben oui, en fait, c'est des risques énormes qui pèsent sur nous et dont on est pleinement responsable. Donc faire croire aux citoyens ou aux agriculteurs qu'on va nourrir le monde avec des élevages intensifs, je pense que c'est une totale fuite en avant qui ne regarde que dans un tout petit prisme et qui oublie de voir la complexité des sujets sanitaires et d'équilibre global. Voilà, j'aurais pas le temps de développer plus numérique et robotique, mais la grande question, c'est toujours de se demander si ce sont des stratégies qui vont nous servir, nous, sur lesquelles on va avoir la main, qui vont nous aider à avoir cette autonomie, à être paysan, à le rester sans s'endetter outre mesure, ou est-ce que ce sont plutôt des techniques qui vont bénéficier à d'autres personnes, qui vont capter le monopole de rente? Et est-ce que ce ne sont pas parfois aussi des stratégies de verdissement, d'une amélioration de productivité du système actuel? Pour moi, il faut faire très attention à ces stratégies qui peuvent être un peu du greenwashing ou du social washing ou du modern washing, d'un statu quo qui malheureusement n'est pas, je pense, le bon pour la santé de la planète et la santé des gens. On a 380 000 exploitations agricoles, on a 460 000, moins de 500 000 donc, actifs agricoles non salariés. Bertrand Hervieux, sociologue des mondes agricoles et ruraux, ayant eu de nombreuses responsabilités au sein du ministère de l'Agriculture et dans les institutions de recherche. Il est l'auteur du livre « Une agriculture sans agriculteurs, la révolution indicible ». C'est 1,5% de la population active française. C'est moins 20% en 20 ans, c'est moins 75% en 40 ans. Donc, on a bien affaire à ce que, avec François Purcell, avec qui nous avons fait ce livre là, sur une agriculture sans agriculteurs, un effondrement démographique et qui n'est pas terminé. Un quart des exploitants agricoles a plus de 60 ans, les 2/3 n'ont pas de repreneur désigné et la moitié a plus de 55 ans. Donc on est sur une pyramide des âges sur la tête qui donne à penser que dans les 10 ans qui viennent, nous allons encore, en gros, perdre 100 000 exploitations. Alors, face à cet effondrement démographique des chefs d'exploitation, nous avons un phénomène qui est extrêmement important à prendre en considération et qui ne l'est pas, hélas, c'est l'augmentation du salariat agricole, premièrement, et deuxièmement, surtout, une explosion du salariat des entreprises de travaux agricoles, de la sous-traitance et de l'intérim. Donc ceci est une indication très très forte sur la recomposition de qui fait le travail en agriculture, qui produit. Et donc on a un peu plus de salariés qui travaillent dans la production agricole en dehors des exploitations agricoles que dans les exploitations agricoles. Ce qui donne à voir, à travers ce chiffre, un phénomène extrêmement important qui est celui de la délégation du travail, de la sous-traitance
qui se développe sur ces 10 dernières années, de façon complètement spectaculaire. Nous avons l'apparition massive dans ces 20 dernières années de ce que nous avons appelé une agriculture de firme, c'est-à-dire une agriculture qui s'arrache au modèle de l'exploitation familiale à 2 unités, travail, homme-année, telle qu'elle a été consacrée par ces fameuses lois de modernisation de 1960 et de 1962, et qui ont été, si vous prenez les préambules de toutes les lois qui ont suivi à partir de 60-62, qui ont été reprises dans les préambules de ces lois et qui ont été réaffirmées comme étant la forme quasi exclusive de l'organisation du travail en agriculture. L'agriculture, elle est familiale ou elle n'est pas. 40% de l'espace utilisé, 50% de la production échappent au modèle stricto sensu de l'agriculture familiale. Et c'est cette agriculture-là qui a de plus en plus recours à la délégation et à la sous-traitance en agriculture. Et puis nous avons un autre pôle qui émerge aussi dans ces 20-30 dernières années. Ça avait commencé dès les années 70, mais principalement quand même dans ces 20 dernières années, un pôle autour d'une agriculture qui emprunte davantage à la start-up, davantage à la micro-entreprise, davantage au modèle alternatif, qui invente de nouvelles formes d'organisation tout en étant un peu nostalgique de la forme familiale. Enfin, on a là aussi un kaléidoscope autour de ce troisième pôle qui est extrêmement divers dans ses visions, dans ses pratiques, mais qui n'est pas, en tout cas, la reproduction de cette exploitation familiale à 2 UTH qui cherche d'autres nouvelles voies. Il est culturellement une percée extrêmement proche de la culture ambiante. L'agriculture familiale, c'est l'unité de temps, d'action, de lieu. Vous vivez, le summum de l'exploitation familiale, c'était quand même de naître, de vivre, de mourir dans la même maison. Ceux qui sont issus du milieu agricole ont connu ça. Et donc cette unité de vie, de temps, de lieu, de travail, de famille, d'amour sur le même lieu toute sa vie, c'est pas ce à quoi aspire et ce n'est pas conforme à notre culture contemporaine, à notre culture dominante. Et donc il y a là une crise très profonde qui n'est pas seulement une crise économique. Quand on regarde les enquêtes qui ont été faites de façon très approfondie, notamment avec un collègue qui s'appelle Desfontaines, sur le suicide en agriculture, on se rend compte à quel point ce poids familial qui pèse notamment sur les jeunes, il y a 4 catégories de suicides dans l'agriculture, mais j'en retiendrai 2 là pour le moment. Les suicides à 50 ans d'hommes, en l'occurrence, qui ne supportent plus toute la pression familiale, la pression des frères et sœurs qui veulent reprendre les parts, la pression du père qui trouve que c'est pas comme ça que ça devrait être, la pression de la belle-mère qui trouve que la belle-fille s'y prend mal, et tout ça finit par péter. Ou l'homme de 60 ans qui n'a pas de repreneur et qui a le sentiment qu'il coupe définitivement une chaîne ancestrale de plusieurs générations et qu'il n'a pas été capable de poursuivre cette chaîne. Cette aura autour de l'exploitation familiale, à mon avis, ne mérite pas d'être continuée à être célébrée. Ce qui me rend optimiste, d'une certaine façon, un optimisme tempéré, c'est que émerge effectivement énormément de pistes de recherche. C'est qu'on voit, par exemple, sur la capacité de consolider des nouvelles formes qui émergent. Il y a quelques verrous juridiques et réglementaires qu'il faudrait faire sauter, qui sont quand même pas des Himalayas. Il y a des possibilités de repenser, mais ça suppose effectivement de penser, et ça, là-dessus, je suis un peu triste, parce que, à nouveau, dans le débat législatif qui est en train de se passer, on est reparti sur une célébration de l'exploitation familiale comme l'horizon indépassable. Il y aurait eu comme une sorte de contradiction entre l'environnement et la production.
Je pense qu'il faudrait introduire dans le débat que la question de la transition agroécologique, ce n'est pas une contradiction, c'est une complexité. Et si on admet qu'on est dans un monde plus complexe, et l'agriculture est confrontée à la complexité, et pas d'abord à des contradictions. Merci. Je vais peut-être vous surprendre. Je ne diabolise pas l'agrandissement. Je demande seulement qu'on le regarde en face. Bon, là, on est passé de 52 hectares à 69 entre les deux derniers recensements. Et donc, ça a fait les premiers commentaires, et c'est une des raisons pour lesquelles on a fait. Les premiers commentaires ont été de dire on passe de 52 à 69, donc l'agriculture française, elle reste familiale. Non. Ce passage de 52 à 69, il marque précisément un grand tournant sur l'émergence de ces nouveaux modes d'organisation de l'agriculture. Et sincèrement, posons-nous la question, est-ce qu'il faut mieux avoir une exploitation de 400 hectares, bien organisée, avec des moyens de production, avec une capacité intellectuelle de gérer la transition dans de bonnes conditions, avec un salariat rémunéré, avec une dynamique de production, plutôt que d'avoir 10 exploitations de 40 hectares avec des chefs d'exploitation qui ont une charge mentale sur la tête impossible à tenir tout seul, avec un matériel soit ils sont surendettés parce qu'ils ne peuvent pas rentabiliser un matériel de transition avec 40 hectares, donc une charge mentale, une charge d'emprunt, la nécessité d'avoir un des conjoints qui travaille à l'extérieur parce qu'on ne boucle pas, les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. Est-ce que ça mérite vraiment d'être présenté comme un modèle? Est-ce que ça donne envie? Il faut voir comment on pense cet agrandissement, comment on donne un statut aux salariés, au lieu de les oublier une fois encore. Vraiment, je m'insurge sur le fait qu'à nouveau, on ne parle pas des salariés alors qu'ils sont les 2/3 de la force de travail en agriculture. C'est quand même invraisemblable. Je suis un ex-directeur de recherche de l'INRA Nutrition Humaine et également je suis fils de paysan. Christian Rémézy, ex-directeur de recherche à l'INRA de Clermont-Ferrand, auteur du livre « La nutri-écologie, le seul futur alimentaire possible ». Donc je suis rentré en recherche avec une idée derrière la tête, c'était de comprendre à quoi servaient les fruits et légumes. Je pense qu'il y a un déficit de prise de conscience concernant l'urgence alimentaire. Quand on sait qu'il y a 2 milliards de personnes en surpoids, et surtout, d'une certaine façon, on a vu qu'en 50 ans, l'offre alimentaire a fait davantage changer le phénotype humain que pendant des millénaires précédents. Donc il s'est passé quelque chose de grave. Je ne vous apprendrai pas que depuis des millénaires, ce sont les paysans qui nourrissaient les humains avec de vrais aliments. Et puis ensuite, il s'est passé une chose extraordinaire, c'est qu'à partir des années 1970, c'est l'industrie agroalimentaire qui a pris le pouvoir, qui s'est arrogé le droit de transformer les aliments. Donc on a eu une dérive extraordinaire, une prolifération d'aliments transformés, mais souvent d'aliments mal transformés. Ce mode alimentaire fait d'aliments transformés prive l'agriculture d'une juste rémunération et a des effets désastreux sur la santé humaine. On aurait pu faire autrement parce que d'entrée, on pouvait se douter, quand on connaît les problèmes, l'importance des adaptations physiologiques, on n'abandonnait pas impunément de vrais aliments pour passer à des aliments qui avaient été largement transformés pour des objectifs purement économiques. Alors que faire à l'avenir? Certainement, il va falloir tous s'y mettre. Ça pourrait se faire avec le logiciel de ce que j'ai appelé la nutri-écologie. On demande à tous les acteurs de la chaîne alimentaire de faire pour le mieux pour aboutir à une nutrition préventive. Et en retour, on demande à tous les citoyens d'adapter leur mode alimentaire pour aboutir à une alimentation durable, pour que les agriculteurs puissent vivre, pour que
on ait quelque chose qui soit stable, qui permette la protection de l'environnement, ainsi de suite. Moi, ça fait combien de temps maintenant ? 25 ans que je travaille. Et moi, depuis que je travaille, j'ai travaillé dans différentes formes sociales et juridiques. Mais c'était toujours au cœur de l'agriculture bio et de l'agroécologie. Émilie Rousselou, directrice de EU Farms, spirulinière, coéditrice du livre « Demain, une Europe agroécologique ». La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 25-30 ans, on était à la limite des fous et on n'était pas du tout pris au sérieux et on était un peu des allumés qui pensions dans notre coin des doux rêveurs. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, même si en ce moment même, depuis quelques mois, on vit une crise de ce monde du bio et de l'agroécologie, néanmoins, tout le monde est d'accord, c'est scientifiquement prouvé, on est quasiment la seule alternative possible et vivable et viable pour le monde de demain. Donc je trouve qu'en 30 ans, il y a une génération, on a quand même fait un sacré bond, et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc ce que je voulais vous dire par rapport aux questions qu'on s'est posées ce matin, c'est que je pense qu'il y a une chose très importante, qui est de dire qu'il faut qu'on fasse absolument confiance et qu'on valorise grandement l'expérience de tous les pionniers de l'agriculture bio en Europe et en France, qui sont dans leurs fermes depuis 30 ans, 40 ans, 10 ans ou 5 ans, et qu'en fait, ces gens, dont moi qui suis agricultrice bio, on représente seulement 10% des agriculteurs en Europe. On est 10% à prendre le risque d'affronter les changements climatiques, à prendre le risque de penser des organisations du travail différentes, à prendre des risques pour arriver à accéder à du foncier, à porter nos projets. On est très peu soutenus, voire pas soutenus du tout. Moi, par exemple, petite agricultrice bio, 0 € de la PAC. 0 € de la PAC. Les gens ne le savent pas, parce qu'on est petit, mais c'est quand même une réalité. Les réponses existent déjà dans les fermes qui pratiquent ces agricultures-là depuis des années. Il faut juste qu'on les rende beaucoup plus visibles, parce que pour l'instant, parce qu'on ne se la ramène pas, on a été totalement invisibilisés, et qu'on est une minorité. Mais cette minorité, on a vraiment besoin de la mettre au grand jour, parce qu'on porte les solutions d'avenir. Et il faut le faire à l'échelle européenne. Parce que la PAC, ça se joue à l'échelle européenne, la politique agricole commune. Il existe heureusement des associations européennes qui permettent de créer du lien entre tous ces pays. Il y a un scénario scientifique qui s'appelle TIFA, Tenir sur agroécologie, qui montre que oui, on peut nourrir toute l'Europe en agriculture bio et en agroécologie sans pesticides. On s'est dit, en fait, ce livre est vraiment notre laissez-passer scientifique. Donc oui, scientifiquement, on a montré que c'est possible. Et sur le terrain, souvent, les gens nous disent, non, mais en fait, vous voyez bien que vous n'allez pas y arriver. Si, on est déjà 10% à y arriver, ou à tenter d'essayer d'y arriver, mais on n'a pas plus de difficultés que les autres, sauf qu'on est moins aidés. Voilà. Donc avant de vous parler d'EU Farms, je voulais quand même vous dire, je voulais vous passer une info d'un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot. Et il était dernièrement aux rencontres des fermes paysannes et sauvages, qui sont des fermes avec aussi paysans de nature, qui tentent de faire le pont entre la biodiversité, la faune sauvage et la biodiversité cultivée dans les fermes. Et il a introduit 2 concepts philosophiques que j'ai trouvés très intéressants. Le premier était la coproduction. Et si on ne parle que de production, c'est comme si on niait toute la force de vie qui nous entoure et qui nous permet d'arriver à cultiver, à élever et à produire. Donc il a introduit cette idée de coproduction en disant, et si à partir de maintenant, on disait que quand on a un agriculteur ou un éleveur, on est en train de coproduire avec la nature. Et la deuxième chose qu'il a dit, c'est que l'erreur d'origine de ces dernières années, c'est d'avoir branché l'agriculture au capitalisme. Parce qu'en fait, l'agriculture est quelque chose qui est tellement connecté au vivant et qui est tellement complexe qu'on ne peut pas l'avoir branché au capitalisme, en fait, a couru à sa perte. Je vais maintenant vous parler d'un projet qui s'appelle EU Farms, Réseau européen des fermes en agroécologie certifiée agriculture biologique. Donc c'est une association qui a été officiellement créée cet été, donc qui est un jeune projet, comme on nous qualifie, de émergent. Cette association a été fondée par 5 personnes, dont 4 sont dans la salle. Moi-même, Valentine de Ganay, Perrine Bulgheroni, ex-fondatrice du Bec et Loin, et Michel de Villers, de la ferme Bio de Thais, et Aurélie Tacquart, qui aujourd'hui est retenue et qui est à Montpellier. En fait, on a créé ça parce qu'on s'est réunis plusieurs fois depuis 2020 à Arles pour réfléchir à la création d'un réseau de fermes qui soit grande et certifiée bio et dans une démarche agroécologique pour s'inspirer les uns des autres et arriver à mieux encore valoriser et conduire nos fermes. Et donc, en fait, on a créé ce réseau qui a 3 missions. La première, c'est de rendre visibles toutes les initiatives d'agriculture bio qui existent à l'échelle de l'Europe.
La deuxième, c'est de mutualiser ses compétences et ses connaissances pour arriver à faire réseau et à amplifier nos pratiques. Et le troisième, c'est d'accompagner, ou en tout cas de prendre une place dans le monde de la formation grâce à toute l'expérience qu'on a dans nos fermes. Donc les critères pour être une EU Farms, c'est qu'on a mis donc plus que 30 hectares, parce que ça permet de sortir, on va dire, de la question juste des micro-fermes, même si moi-même j'ai une micro-ferme, mais les micro-fermes ne vont pas à elles seules nourrir tout le monde, et pour des troupeaux conséquents ou pour les céréales, etc., c'est quand même important d'avoir des superficies importantes. Mais on a aussi dit que si les fermes étaient un peu plus petites, mais dans une dynamique de coopération territoriale, elles pourraient évidemment nous rejoindre. Le deuxième critère, c'est d'avoir 2 ateliers de production. Donc ça, c'est très intéressant parce que souvent, ça parle de polyculture-élevage, qui est aussi une des manières d'être dans l'agroécologie. Et même si on n'est pas en polyculture-élevage, ça commence à créer des liens de production et agricole au sein de la ferme, et donc de mettre un premier pied dans une démarche agroécologique. Et le troisième critère, c'est d'avoir un atelier de transformation à la ferme. Et ça permet de garder la valeur au sein de la ferme et d'avoir, comme le disait Christian Rémézy ce matin, un œil sur la qualité depuis le champ jusqu'à l'assiette, tout en gardant la valeur. Dans les questions qu'on se pose actuellement et auxquelles je pense que EU Farms va tenter de répondre pour certaines, la première, c'est si agriculteur n'était pas un métier qu'on allait avoir tout au long de la vie. Parce que c'est vrai qu'on se dit, et aussi pour des raisons de capital, l'accès au foncier, en fait, quand on devient agriculteur, qu'on investit, faut rester agriculteur jusqu'à la fin de sa vie, parce que sinon, on n'aura pas fini de payer les dettes qu'on a prises au début quand on s'est installé, quoi. Il y a une deuxième question que je trouve qu'on peut se poser. Et si les agriculteurs bio en agroécologie qui ont déjà 10, 15, 20 ans, 30 ans d'expérience pouvaient enseigner plus largement dans les cursus de formation, pouvaient transmettre, pouvaient coacher, pouvaient encadrer. Et c'est vrai que je pense que ça serait une réorganisation. Pour l'instant, on a quand même le monde des conseillers agricoles, de l'enseignement agricole, et le monde des agriculteurs. Et en fait, depuis toujours, qui a transmis à ceux qui devenaient agriculteurs ? C'est les agriculteurs, puisque du coup, ils transmettaient à leurs enfants, à leurs parents, à leurs familles. Après est arrivé là-dessus la Seconde Guerre mondiale, les guerres, etc. Et donc, on a sorti l'enseignement agricole de la ferme pour le mettre, et aussi avec raison, dans le monde d'une certaine forme d'expertise. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à recréer des ponts beaucoup plus, et c'est vraiment une demande des jeunes. Aujourd'hui, en 2024, il faut valoriser la connaissance et la compétence des agriculteurs bio pionniers, parce qu'ils sont ceux qui peuvent transmettre la compétence. On est aussi dans un changement générationnel, et pour ça, il faut les rémunérer. L'objectif des EU Farms, c'est de créer ce réseau de fermes qui rassemblera ces pionniers du bio à l'échelle européenne pour permettre de transmettre au sein des fermes et dans tous les réseaux d'enseignement qui voudront bien s'intéresser à ce qu'on propose, pour arriver à transmettre l'expérience pratique de terrain. Et donc, en fait, voilà, on a réussi à créer un consortium européen qui a 5 pays, donc l'Autriche, l'Italie, l'Allemagne, la France et la Belgique, qui rassemble en tout, si on compte les réseaux de fermes, presque une centaine de fermes, petites, moyennes et grandes, toutes bio et avec les critères que je vous ai dit auparavant, qui donnent envie, qui marchent, qui sont... On a demandé à AgroParisTech s'ils voulaient bien être partenaires associés, donc on a eu cette réponse très positive et ça nous a beaucoup, beaucoup encouragé pour un si jeune projet. Et donc, ce qu'on veut, c'est faire la preuve irréfutable que l'agroécologie biologique en Europe, ça existe, qu'on est la seule voie d'avenir et qu'il faut vraiment qu'on le rende visible beaucoup plus largement pour inspirer toutes les générations nouvelles qui vont faire les agriculteurs de demain. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment pouvons-nous réussir à répondre à cette question qui est effectivement le cœur de l'ouvrage qu'on a écrit avec Eric Orsena, c'est-à-dire nourrir sans dévaster, nourrir non plus 8 milliards d'individus, mais bientôt 10 milliards d'individus. Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture de 2020 à 2022, co-auteur du livre « Nourrir sans dévaster ». Sans dévaster notre environnement, sans dévaster nos agriculteurs. Il ne faut jamais oublier qu'entre 2010 et 2020, on est passé de 500 à un peu moins de 400 000 exploitations dans notre pays. Alors, tous ici, on le sait très bien, dans les débats publics, c'est un peu moins su, où souvent on dit qu'il y a eu 100 000 agriculteurs de moins. 100 000 par rapport à 16 millions, ce ne serait pas très grave. 100 000 par rapport à 500 000, ça devient très inquiétant. Sans dévaster une partie de nos solidarités,
qui est pour moi un enjeu essentiel parce que ça renvoie aux questions compliquées de production et d'exportation. Je pense notamment à tout ce qui se passe en Russie, qui utilise aujourd'hui l'arme alimentaire par rapport à d'autres pays comme l'Égypte, des pays d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest. Suffit de regarder les votes à l'ONU par un certain nombre de pays au lendemain du déclenchement de cette guerre atroce par Vladimir Poutine en Ukraine, et on comprend assez vite les choses. Le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, était 4 mois après le déclenchement de la guerre russe, accueilli en Égypte, tout simplement parce que les Égyptiens, aujourd'hui, dans leur importation, 70% du blé vient de Russie. Et il y a 2 personnes à qui on parle poliment dans la vie, son banquier et celui qui vous nourrit. Et puis, sans dévaster une partie de nos identités. Et je crois que c'est extrêmement important, et ce que vient de dire Christian vis-à-vis de la nutrition est fondamental. Je voudrais partager avec vous 3 points, une question d'un constat, une question de vision et une question probablement d'un oublié. Le constat, et c'est ce qu'on met en avant et ce à quoi j'ai été évidemment confronté lorsque j'étais ministre, le constat, c'est qu'il y a une perte de valeur. On a une perte de valeur vis-à-vis de l'alimentation. L'alimentation n'a plus de valeur ou a de moins en moins de valeur dans notre pays. Et c'est profond, et c'est parfois identitaire. On n'en parle pas suffisamment, mais le moment de la sédentarisation de l'homme est un profond basculement, y compris dans notre rapport à l'alimentation, parce que c'est le premier moment où c'est plus nous qui devons aller chercher de l'alimentation, c'est l'alimentation qui devient venir à nous. Et d'ailleurs, même ceux qui ont lu l'Ancien Testament, le premier meurtre, il n'a pas fallu attendre longtemps, c'est la première génération, les premiers enfants, c'est le sédentaire qui tue le nomade. Ça veut dire beaucoup de choses, en réalité. Des plantes magnifiques, mais pourtant très décriées, comme le maïs, magnifique d'un point de vue agronome, je suis ingénieur agronome, c'est une plante magnifique, le maïs, mais très décriée. Elle a ce défaut d'être cultivée, d'être récoltée après l'été, très consommatrice d'eau, mais principal pourvoyeur de matière organique dans les transformations. Le nom Maya vient de l'incroyable puissance de la plante maïs. Identitairement, on est lié à l'alimentation. Et pour autant, on n'a jamais autant rompu notre lien avec l'alimentation. Christian parlait des aliments transformés. Évidemment, les aliments transformés. Regardez juste le cordon bleu, qui est le meilleur exemple, qui est la quintessence de la chose. Le cordon bleu, jusqu'à Bonaparte, c'est l'équivalent de la Légion d'honneur. C'est la plus haute distinction pour toute l'aristocratie. Il n'est pas à exclure que la famille Gannet ait été honorée du cordon bleu fut un temps. C'est Napoléon qui y met fin pour créer la Légion d'honneur au début du 19e siècle. Le cordon bleu, normalement, c'est 5 aliments. Aujourd'hui, c'est entre 30 et 35 aliments. Le cordon bleu, la génération à laquelle j'appartiens, la première pub du cordon bleu, vous vous souvenez, avec le loup de Tex Avery, la pub avec Betty, au lieu de Betty Boop, on ne tombe pas amoureux devant elle, on tombe amoureux devant le cordon bleu, la langue pendante, etc. Mais le plus intéressant n'est pas ça. Le plus intéressant est la première phrase de la publicité. Pour que papa et maman n'aient plus de temps à perdre avec la cuisine traditionnelle. J'ai été ministre du Logement avant d'être ministre de l'Agriculture. Il est toujours très intéressant de voir ce qui se passe dans les autres pays. Aux États-Unis aujourd'hui, vous avez des annonces de logement où il n'y a plus de cuisine. Pourquoi diable occuper des mètres carrés dans une cuisine alors même qu'on peut se faire livrer la nourriture? Le nombre d'agriculteurs qui peuvent dire et qui disent mais on ne comprend pas, ce progrès, on l'accepte, parfois on le subit, mais on accepte de le payer, que ce soit pour nos téléphones portables, nos voitures, etc., etc. Mais le progrès alimentaire, jamais n'est valorisé. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on a demandé, première injonction contradictoire, on a demandé, mais quand je dis on, c'est un on collégial. Le deuxième point, en termes de vision, c'est que le monde agricole a été marqué par une première révolution, le machinisme, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. A été marqué ensuite par une deuxième révolution, la révolution chimique, 1970-1980.
Moi, je suis une génération d'ingénieurs agronomes du début du siècle. J'ai fait l'agro en 2000 et on nous promettait d'être les ingénieurs de la raison. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, il y a une troisième histoire qu'il faut écrire, celle que j'énonçais quand j'étais ministre, qui est une troisième révolution agricole, qui est celle en intensivité de savoir et de vivant. C'est-à-dire le numérique, la génétique, la robotique, et la robotique est essentielle, et le biocontrôle, le vivant intense. Il faut absolument que le monde agricole ouvre cette troisième page. Quand j'ai quitté mes fonctions, j'ai demandé à tous les personnes avec qui je travaillais, des syndicats, des fédérations, des représentants, etc. J'avais rien à leur demander, je ne pouvais pas me permettre, mais je leur ai dit simplement, s'il y a une chose, faites vivre cette troisième révolution agricole. C'est elle qui va être intense en savoir et en vivant, et qui va nous permettre de trouver les voies et moyens de protéger, et notamment de réussir à nourrir sans dévaster. Et puis le dernier élément, c'est que dans tout cela, et ça fait probablement le lien entre les deux, il y a évidemment un oublié dans nos sociétés qui est le sol. Les fleuves sont en bleu, les forêts sont en vert, le sol est en blanc, la couleur du vide. Le sol, c'est le principal puits du vivant partout. Un sol, une prairie permanente, capte autant de carbone qu'un sol forestier. J'ai fait l'agro, je suis ingénieur des eaux et forêts, je suis un passionné du vivant. Dès mon adolescence, j'ai choisi de faire ces métiers-là par souci de ce qui m'entoure, du vivant, de la nature, en me disant je veux travailler là-dedans. J'ai pleinement conscience du vivant. Pleinement. Je suis un amoureux du vivant. Il est vrai que quand vous êtes en responsabilité, le point c'est que vous avez la croisée de tous les chemins qui revient. Quand on parle de la valeur, ça renvoie énormément de questions sociales, de pouvoir d'achat. Quand vous parlez des politiques commerciales, il faut aller se battre au niveau européen, mais tout le monde n'est pas d'accord. Les Allemands, quand je mettais en place les clauses miroirs pour lutter contre l'importation de poulets brésiliens, les Allemands ils disent mais nous on veut pas d'avoir des barrières commerciales. Qu'est-ce que vous faites? On va pas sortir de l'Europe, ce serait folie. Il faut être des amoureux de l'Europe. Mais donc ça veut dire qu'il faut aller convaincre les Allemands. On a fini par le faire. Et donc, vous voyez les complexités de la chose. Demain, interdire tous les aliments transformés, toutes les cuisines transformées, ça n'emporte pas que des considérations économiques, ça emporte des considérations, y compris sociétales. Cette complexité, on doit l'aborder. Je suis directeur d'un établissement de formation agricole. Je travaille effectivement depuis 20 ans dans l'enseignement agricole, mais et je côtoie les jeunes. J'ai été effectivement professeur pendant 10 ans d'une discipline exclusive à l'enseignement agricole qui s'appelle l'éducation socio-culturelle et qui, pour le coup, offre une place de choix pour connaître la jeunesse, ses préoccupations et notamment la jeunesse agricole. Mathieu Prévost, directeur de l'EPLEFPA Olivier de Serres en Ardèche. Mais il semblait peut-être important, en préambule, de faire un petit portrait de l'enseignement agricole à partir de quelques éléments saillants. Alors, quelle place a l'enseignement agricole dans le paysage éducatif français? C'est pour les voies de formation, donc les élèves, les étudiants et les apprentis, 215 000 apprenants seulement. C'est-à-dire que pour la formation scolaire, ça représente 3% seulement des jeunes. Donc on parle effectivement d'une poignée de la jeunesse française répartie sur des classes qui vont de la 4e de l'enseignement agricole jusqu'au BTS agricole. Dans ces 3%, c'est pas 3% de jeunes qui se forment à l'agriculture. Parce que l'enseignement agricole est aussi très ouvert. Il forme dans les métiers de la production, évidemment, agricole, dans les métiers du service, de l'aménagement du paysage, l'hippique, dans de gestion, protection de la nature. C'est extrêmement large. On a, donc, dans le secteur de la production agricole, seulement 31% de ces 3% dont on parlait. Sur la sociologie de l'enseignement agricole, quelques éléments également importants, parce qu'on a parlé ce matin, effectivement, des non-issus du monde agricole. Noémie parlait effectivement de son aventure, comment on arrive avec une envie de se reconvertir et de reprendre des études pour ensuite s'installer. Aujourd'hui, ces jeunes qu'on appelle les non-issus du monde agricole représentent 91% de nos établissements agricoles. C'était 36% en 1990. Alors,
c'est 91% pour l'ensemble des filières. C'est peut-être donc on n'aurait que 9% d'héritiers, de fils d'agriculteurs. C'est peut-être un peu supérieur dans les bacs pro, conduite, gestion d'exploitation agricole ou les BTS. C'est important de le noter. Et bon, petite précision également sur la place des femmes, c'est 44% des élèves aujourd'hui. C'est un peu moins bon qu'il y a 10 ans où on était à 51% de filles dans l'enseignement agricole. Alors, effectivement, notamment pour la représentation importante dans les métiers, dans les filières services. Mais les femmes représentent 2/3 de l'enseignement supérieur, alors que effectivement aujourd'hui sur le terrain, les agricultrices représentent 1/3 des actifs agricoles. Je travaille depuis 20 ans dans l'enseignement agricole public. Mais l'enseignement agricole est un enseignement fragmenté, avec plusieurs familles. Alors qu'on est tout petit, on est effectivement très éclaté avec l'enseignement catholique privé, l'UNREP, les maisons familiales rurales. Et l'enseignement agricole, effectivement, c'est tout ça. C'est 800 établissements publics et privés sur tout le territoire. C'est 220 établissements publics et 580 établissements privés. Les élèves qui viennent en production agricole dans nos établissements ne viennent pas par hasard. Pour le coup, eux nous ont reconnus, eux savent ce qu'ils viennent faire chez nous, et à chaque fois nous disent moi j'ai envie d'être dehors, j'ai envie de travailler dehors, j'aime la nature, j'aime les animaux, et donc effectivement je suis venu vers l'enseignement agricole pour ces raisons-là. Ces vocations pour les métiers d'agriculture, malgré tout, ils sont à rebours d'un discours ambiant. C'est-à-dire qu'il faut quand même pas mal de courage à ces jeunes pour venir dans nos établissements quand on entend effectivement, notamment dans l'environnement médiatique, toutes les difficultés qui sont avancées. Je suis joueur. Avant de venir, j'ai dit, tiens, j'ai essayé de googliser ce que me demandait Valentine. À quoi rêvent les futurs jeunes agriculteurs ? Je suis tombé, je donne les 2 premières occurrences sur Google. Un premier article de Diploméo qui est spécialisé dans l'information qui dit « Entre espoir et inquiétude, l'avenir incertain des agriculteurs de demain. Alors que le dérèglement climatique frappe de plein fouet l'agriculture, l'avenir pour ce secteur en crise apparaît flou. On a voulu en savoir plus sur les motivations, les craintes et les espoirs de la future génération d'agriculteurs. Un secteur en crise, alors que plus d'1/3 des agriculteurs partira à la retraite dans les 10 prochaines années, le renouvellement des effectifs préoccupe au sein de la profession et des pouvoirs publics, car ce métier du vivant, réputé difficile, avec de larges amplitudes horaires, de faibles salaires et soumis à des normes contraignantes, attire peu. » Moi je me dis... Ouais, c'est kiffant, quoi, comme projet. Alors, bon, je vais lire le deuxième, BFM TV. Ça va, c'est un peu confidentiel, BFM. Donc, il faut être accroché. Se lancer dans l'agriculture, malgré les difficultés, ces jeunes l'ont fait. En ce jour d'ouverture du Salon de l'Agriculture 2024, les professionnels du secteur continuent d'alerter sur les difficultés de leur métier. Des difficultés qui n'ont pas découragé certains jeunes ou futurs entrants dans la profession. Ils nous livrent leur motivation. Donc ça, c'est très récent. C'est-à-dire qu'on voit aussi que donc, non seulement on n'est pas aidé, nous, en tant que système éducatif, mais cela dit, la profession nous le rend bien. C'est-à-dire qu'eux non plus ne rendent pas vraiment service pour pouvoir attirer, donner envie et recruter. C'est une crise du métier. Mais ce qu'on se disait, effectivement, c'est une crise du métier évidente que perçoivent les jeunes, dont ils sont bien conscients, mais ce n'est pas une crise des vocations. Très clairement, la question qui était posée initialement, de savoir qu'est-ce que pensent les jeunes dans l'enseignement agricole, finalement, on s'en fout. Ils sont bien, les jeunes, dans l'enseignement agricole. Et ils le disent, ils sont bien dans leur basket, ils sont heureux, et ils sont épanouis, ils ont des sacrés projets. En fait, il faut s'adresser à ceux qu'on n'arrive pas à toucher. Et ceux qu'on n'arrive pas à toucher, il faut qu'on ait une planification. Parce que ces jeunes, ils existent. Il faut leur poser des questions. Des jeunes qui ont la vocation pour travailler dans la nature, ils existent, ils sont pas loin, ils sont à portée de main, on peut vous le dire. Nous qui sommes sur les forums, les salons de l'organisation, ils sont là. Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode ? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas,
Ne soyez pas experts, soyez vers de terre.